puis Guy Reichenmann, bonjour. Salut Hervé. Vous avez toujours des fourmis dans les doigts ? Entre autres, oui. Voilà, et vous êtes toujours chez l'Harmattan. Je suis toujours chez l'Harmattan. Eh bien, c'est parfait. Alors, on peut enchaîner, bien sûr, avec cette belle émission. Donc, c'est Côté Page, en direct de la terrasse de Côté Sable et avec Alice Mediastore. C'est parti. Alors, commençons tout de suite par l'ami Reichenmann, si vous voulez bien. Philippe Lefay, vous avez lu ce livre et je pense que vous en pensez le plus grand bien, justement. En tout cas, je l'ai lu avec attention et je me disais, est-ce que c'est autobiographique ? C'était vraiment la toute première question, puisque ce livre m'a un peu fait penser à ce qu'a fait Annie Ernaux dans un travail chez Gallimard, un roman chez Gallimard qui s'appelait Les années il y a quelque temps. Et donc on a un récit à la première personne où un enfant se pose la question du regard qu'il pose sur celle qu'il a envie de peindre, qui est sa voisine, et dont il finira par découvrir l'histoire. Et en même temps, dans cette rencontre improbable, il y a toute une génération qui est en train de se créer, et il y a toute une société qui nous est présentée, qui va de Gaulle à... Voilà, c'est l'époque des années 50 et comment vit-on dans ces années-là ? Donc je trouvais que cette juxtaposition entre une énigme à résoudre, c'est l'histoire de Lucie, et puis ces notations permanentes sur l'époque me semblait extrêmement intéressante. C'est pour ça que ce livre m'a intéressé. Entendu, des fourmis donc dans les doigts, c'est paru chez l'Harmattan. Alors déjà, il faut féliciter Guy Reichenmann parce qu'il est l'un des rares à passer sur ce plateau qui ne fait pas un livre autour et sur le bassin d'Arcachon. Donc ça, c'est déjà une grande première. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui adorait le secteur. Vous n'avez pas eu envie d'être inspiré un petit peu à l'instar des autres par votre environnement ? Disons que j'ai placé des lieux, je n'ai pas mis de nom. On ne va pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lieu dit. Bon. À la limite, chacun peut se repérer tout seul. Chacun peut mettre ses images, peut mettre un nom sur les endroits que je décris. Pour revenir à la question de Philippe, est-ce que c'est autobiographique ? Je dirais oui, mais complètement à l'envers. C'est-à-dire un peu comme un test de Rorschach. On déplie la feuille et d'un côté, il y a une face et de l'autre côté, il y a à peu près la même. Mais moi, je suis d'un côté alors que ce que je décris, c'est l'autre. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu ce que j'aurais aimé être, parce que beaucoup de monde ne sont pas satisfaits de leur trajectoire ou de ce qu'ils sont. Hein. Oui. On veut toujours être autre chose. On dit l'expression le lieu commun, l'herbe est toujours plus verte à côté. Donc en effet, moi j'ai pas été élevé par des parents, par exemple. Et dans mon livre, apparemment, c'est pas l'histoire. Donc à partir de là, je décalque. Je décalque et c'est très marrant parce que je suis parti sur cette envie de parler d'un garçon heureux. Et puis je suis resté dans cette espèce de bonheur de ce gamin et je me suis pris au jeu. Qui refait le monde avec sa peinture. Hein. Voilà, qui refait le monde avec son dessin. Voilà, c'est un dessinateur. Au départ, il est dessinateur, il dessine. C'est un garçon qui est doué pour le dessin, mais il ne sait pas qu'au-delà de son don, eh bien, il a autre chose qui va le dévoiler, qui va en effet changer le destin de personnes. Et c'est un peu aussi une histoire, une thématique sur la coïncidence et sur le hasard. Voilà, parce que moi, je pense que le hasard est le hasard n'existe pas. Ouais, est un moteur, mais c'est surtout comme je le dis dans le livre, le hasard est une coïncidence de feignant. C'est-à-dire que voilà, je pense que le hasard on bouge pas, la coïncidence on se bouge. Et ce garçon s'est beaucoup bougé dans ce livre pour arriver justement à découvrir et à changer un destin. Pourquoi Lucie Esther est-elle à ce point différente et a-t-elle à ce point besoin d'être réparée ? Ce que dira votre livre, Esther, c'est cette jeune fille, cette jeune voisine qui souffre d'un bec de lièvre, qu'on appelle vulgairement un bec de lièvre. Une forme palatine. Une forme palatine. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être réparée et pourquoi est-ce que vous aviez besoin de la signifier différente ?
Disons qu'elle a besoin d'être réparée. Elle-même ne le sait pas parce qu'à la limite, c'est surtout son environnement qui veut qu'elle soit réparée, quoi. On se dit, c'est pas possible qu'on la laisse dans cet état. Et justement, le problème qui se pose, c'est pourquoi les parents ne s'occupent pas de son gosse, quoi, en gros. Hein. Et de son histoire. Et quand je pense à la réparation, c'est pas seulement à son bec de Ouais. lièvre, c'est aussi à son histoire qu'elle ignore, puisque dans Elle un ignore temps son ancien, elle histoire. s'appelait Esther. Bien sûr, mais elle aurait jamais rien découvert si son voisin n'avait pas été dessinateur. Voilà. Et si son voisin n'avait pas eu ce besoin de dessiner. Une question sur le moment historique où vous dénouez l'histoire d'Esther. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce moment historique-là, puisque ça nous renvoie à la Grèce, ça nous renvoie à la Deuxième Guerre mondiale, ça nous renvoie aussi, c'est un autre moment d'histoire, à la mafia, Oui. et à la Camorra. Ouais. Donc pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de ces deux moments historiques, la Deuxième Guerre mondiale et finalement les mafiosi? Alors j'ai eu besoin surtout d'un moment, c'est-à-dire que ce roman est bâti en amont et en aval autour d'un fait avéré. D'accord. Il y a eu un fait avéré, le 1er avril 1944, est née à Thessalonique une fille qui se prénommait je ne sais pas quoi, moi je l'ai prénommée Esther, qui venait d'une certaine communauté et qui ensuite son destin, je ne le connais pas. Donc je suis parti de ce point-là, un point très précis, un point T, un instant T. Et j'ai bâti en amont et en aval. Que vous trouvez où? J'ai trouvé, parce que je m'intéresse un petit peu en règle générale aux guerres. Je me suis beaucoup intéressé à la guerre de 14 et à la guerre de 40. Donc je lis un peu tout ce qui se passe autour de ces moments et je suis tombé sur et je sais pas pourquoi, ça m'a fait flasher. Vous avez de qui tenir, hein? Ouais. Parce que vous avez un grand-père qui a... Oui, j'ai un grand-père qui était colonel. Mais où? C'est Et colonel. quand? Ah oui, non, j'ai pas eu un grand-père. Vous parlez de qui là? De Clémenceau? L'arrière-grand-père figuré dans la guerre impériale de Guillaume d'Autriche. Ah oui. C'est vrai. la notice Tout est vrai. biographique C'est que vrai, j'ai sous c'est les vrai. yeux. C'est vrai, la garde impériale de Guillaume d'Autriche, ce qui me fait dire qu'on n'a jamais perdu de guerre, nous. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a... Tiens mon neveu. Et ce qui est très marrant, c'est que le grand-oncle de ma femme, c'est Clémenceau. Donc là aussi, on est... Quelle lignée! On est un peu dans l'histoire. quoi. Jérôme Clémenceau. Pardon. Oui, Exactement. Jérôme. Et c'est pas fini. C'est pour ça qu'elle n'est pas très grande, ma femme. Et c'est pas fini. Si vous voulez encore des noms prestigieux, sachez quand même que Guy Reichenbach, dont tout enfant, il disait tout à l'heure, moi j'ai pas vécu avec des parents, parce qu'on lit dans sa biographie qu'effectivement très jeune, il est reparti avec ses grands-parents après avoir été malade parce qu'il est né au Gabon. Et au Gabon, il est soigné par le docteur Schweitzer. Ah, tout à fait. Figurez-vous. Oui, bien Qu'il sûr, renvoie en France. C'est Albert Schweitzer, à Lambaréné, qui a dit à mes parents, il faut absolument qu'il retourne en France, sinon il est mort. quoi. Putain, dis donc, il est minuit. Ah oui, il est minuit, encore un petit coup. Hein. Docteur Workeby, il présume. Oui, on n'est pas dans la même époque. Oui. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Clémenceau, Guillaume d'Autriche, Schweitzer, vous en avez un ou deux autres, Pierre et Marie Curie. Oui, non, ça ira. Ça ira. Ok, ben restons peut-être sur le bouquin. Moi, j'étais vraiment d'accord avec Philippe Lefebvre dans la mesure où je trouve que les descriptions physiques des personnages, quand vous décrivez le grec, l'italien, etc., les parents, les enfants, vous le mêlez d'histoire. Ça n'existe pas chez vous un portrait purement physique ou psychologique. On fait un va-et-vient entre le personnage et l'histoire. Oui, j'ai voulu en effet parsemer le roman de petites touches historiques pour que le lecteur puisse s'y retrouver. Alors, ceux qui étaient de notre époque, pas vous Hervé, parce que vous êtes beaucoup trop jeune, mais s'y retrouvent. Et puis ceux qui ne connaissaient pas, et peut-être envie d'aller... de fouiller, puis d'aller voir vraiment ce qui se passait à cette époque sur les dévaluations, par exemple. En effet, on a eu des dévaluations de moins 20% dans les années 50. Personne ne s'en rappelle, et je veux dire, et pourtant ça s'est bien passé derrière. Bon, donc on peut se sortir à peu près de pas mal de situations délicates. Alors je voudrais citer un peu un extrait du livre, pas en rapport avec ce que vous venez de dire, Guy Reichenbach, mais pour faire un petit peu savourer aux auditeurs votre style. Parce qu'au-delà de cette histoire absolument intéressante, vous l'avez dit, un point central, des allers-retours entre le passé et le futur, vous avez aussi une sacrée plume. Et moi j'aime bien par exemple cette phrase, page 52, donc des fourmis dans les doigts de Guy Reichenbach. Vous parlez un petit peu d'une situation qui vous concerne et de votre position psychologique, et vous parlez de vous-même en disant, ou en tout cas du héros, mais la branche était violemment secouée à chaque rencontre ou chaque pensée concernant Lucie. J'étais trop jeune, pas assez sucré et juteux pour me retrouver seul au pied de l'arbre. J'attendais avec impatience le plan du requin.
Donc cette comparaison avec le fruit est particulièrement belle, cette promesse de l'individu en devenir qui sait qu'il est lui-même un bon fruit, mais qui n'a pas encore, je dirais, mûri. Il a du jus, il ne faudrait pas qu'il pourrisse trop tôt. Et puis le rouquin étant son copain, qui est un personnage qui l'aide beaucoup dans le livre. Voilà, je dirais pas, je veux pas dévoiler trop l'histoire, non pas que je vais pas vendre comme Joffo 20 millions d'exemplaires, mais j'aimerais qu'en effet que ce soit que les gens découvrent. Très bien. Je pense que ça. Philippe Lefay, je m'adresse directement à vous. Vous recevez depuis des années et des années pléthore, dirais-je, d'écrivains. 11 ans. 11 ans, voilà. Vous avez donc lu, je suppose, quantité assez importante ou phénoménale même de livres. C'est un style extrêmement intéressant. Oui, c'est une raison pour laquelle je citais tout à l'heure Annie Ernaux et son livre Les Années, qui a été publié il y a quelques années chez Gallimard, parce que je trouvais que cette juxtaposition est intéressante. J'ai une question supplémentaire à vous poser sur la dimension médiumnique de ces mains qui tremblent et qui fourmillent quand on a envie de dessiner. Pourquoi est-ce que c'est une dimension importante ? Pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse, ce rapport à l'inconscient, c'est-à-dire ce rapport au hasard ? On l'a déjà évoqué un peu tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est ce rapport à l'inconscient, au non-contrôle, au réflexe. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quand vous avez les muscles qui bougent. La tétanie. Voilà, une fois, comme avec Philippe, on fait de la course à pied. Une fois à l'arrivée d'un marathon, on a les jambes qui bougent. Voilà, qui ne s'arrêtent plus de bouger. Qui ne s'arrêtent plus de bouger. Donc, je veux dire, c'est ça. Et on ne sait pas pourquoi on ne peut pas le contrôler. Mais lui, c'est sa main. C'est sa main qui bouge au moment où il voit quelqu'un qu'il doit dessiner, en fait. En fait, il doit le dessiner. C'est ce qui m'a paru intéressant. Et d'ailleurs, l'histoire n'est pas finie, puisque j'ai laissé une porte ouverte, fermée à la fin, en disant que l'histoire n'était pas finie, parce qu'en effet j'ai toute une tas d'histoires à raconter là-dessus, mais en effet c'est ce rapport au non-contrôle, bien sûr, parce que on ne peut pas, il est médium, on va s'apercevoir qu'il est médium, oui. D'accord. Oui, je t'en prie, Philippe. Moi, j'ai une question à Guy encore sur cette idée que pourquoi est-ce que les choses ne se sont pas faites entre le narrateur et Lucie, parce qu'elles sont belles finalement, et quand le narrateur, qui a quand même beaucoup vieilli entre le début et la fin de l'histoire, en tout cas qui commence l'histoire vieux et qui la finit vieux, il y a un immense regret de ne pas avoir pu avoir cette femme-là. Je pense que de la part du narrateur c'est clair, mais je n'ai pas voulu trop développer, mais je pense que Lucie n'avait pas plus envie que ça de faire une histoire avec le narrateur. C'est triste. Hein? Alors Lucie, moi j'aime bien les livres qui finissent bien. Lucie, elle n'avait pas tant envie que ça, mais enfin à un moment donné, elle écrit une lettre à notre amie et elle lui dit: j'ai aimé ton poème, j'ai découvert Patience à l'atelier de poésie de l'école où tu m'as conseillé d'aller, je m'y reconnais, et donc je lis Patience parce que c'est un très beau poème. Elle est là, elle attend, une main sur sa joue, assise, un bras croisé sur son banc d'acajou. La patience a ce don que possède le chien, de ne jamais se plaindre, elle peut vivre de rien. Son ennemi juré est un lieu très commun, perfide, sans complexe, bien aimé des tribuns. L'ignorance est le plat préféré du lézard, animal au sang-froid, sans âme et sans regard. Je préfère le chien au regard de Patience, à la pierre lancée sur le lac Ignorance, qui après ricocher va se prendre les pieds, aimanté par le fond, paradis des paumés. Paradis des paumés, tout à fait, voilà. Oui, c'est quand même extraordinaire, c'est magnifique. C'est vrai que quand le narrateur de Guy décide, il vaut mieux avoir les yeux ouverts quand même. Oui, c'est certain. Enfin donc, quelque part, cette Lucie, même si ça ne se fera jamais, moi je ne sais pas, je lis ce poème, je pense qu'elle me propose la botte, Philippe. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, attendez, on est en 1958 ou 9 à cette époque-là, et quand on avait 13-14 ans en 59, moi je suis un peu plus jeune, mais peut-être maintenant, en effet, les gamins de 13-14 ans, allez hop, on embarque et tout. Je pense qu'à cette époque-là, c'était pas du tout l'histoire. On n'était pas du tout dans cet esprit, à part en effet un de mes héros qui lui était, on va dire, précoce à ce niveau-là. Très bien. Ça peut arriver. Peut-être on pourrait continuer un peu sur la personnalité de Guy Reichenmann. Donc on l'a vu, déjà un passé absolument incroyable, une généalogie très surprenante, et puis donc des affinités en tant que peut-être que bordelais avec l'Angleterre. Il dit que s'il n'avait pas eu de fiancée, enfin s'il avait trouvé au contraire une fiancée ou un job en Angleterre, il serait resté en Angleterre. C'est un homme, vous l'avez entendu, calme, mais certainement pince sans rire. Cet humour british, so british, ça vous plaît bien, non ? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai passé un an là-bas, je passais un an à Canterbury. Ouais. À l'université de Canterbury, non pas que j'étais à l'université, mais je vivais à l'université parce que je
travaillais dans des petits... je faisais des petits jobs dans la ville et j'avais mes potes qui étaient eux à l'université. Donc ils m'avaient intégré à l'équipe de tennis, à l'équipe d'escrime et tout ça. Bon, c'était assez open à l'époque. Ouais. Et je serais bien resté. J'aimais beaucoup j'aime beaucoup l'Angleterre. Voilà, bon, on dit que c'est... Pour un Bordelais, en même temps, c'est un peu logique. Oui, bien sûr. J'ai peut-être eu des jeunes... oui. On sait jamais, mais j'ai une famille peut-être qu'Aliénor d'Aquitaine. Oui, Aliénor d'Aquitaine. À l'époque. Alors on fait ça de manière assez surprenante. La biographie, finalement, c'est à la fin. Mais donc on peut aussi dire que vous travaillez sur France 3 Aquitaine, que vous êtes un professeur de golf, que vous avez une rubrique hippique comme ça sur la chaîne publique. Oui, donc vous êtes éclectique. Ça serait ennuyeux sinon si on faisait toujours la même chose. Vous êtes éclectique et donc vous aviez déjà fait paraître un recueil de poèmes. Oui. Et de nouvelles. Oui. D'accord. Et donc là, c'est en fait votre deuxième tentative publiée. Oui, c'est ma deuxième tentative. En effet, j'ai envoyé un petit peu aux éditeurs. Alors certains m'ont répondu gentiment, d'ailleurs, que c'était pas trop mal, mais il manquait une dimension littéraire, m'a dit l'un. Bon, alors j'ai un petit peu corrigé depuis. L'ai-je atteint, je ne sais pas, justement. C'est bien que Philippe le fait et puis le lire. Non pas que Hervé, vous ne soyez pas... non, mais je suis d'accord avec toi, avec vous. Il aime que les BD. Voilà, et encore que les BD. Donc voilà, et l'Armatan me l'a pris. Alors maintenant, voilà, la difficulté, bien sûr, c'est de le faire savoir. Hein. Guy, moi je peux encore bien sûr. Encore une question sur dans votre biographie, j'ai noté un passage chez un constructeur automobile américain. Oui. On parle aujourd'hui beaucoup de l'industrie automobile en France et je me disais qu'est-ce que vous retenez alors que on sent bien que chez vous il y a deux vies. Enfin, il y a une vie qui a été professionnelle, c'est dans l'automobile et puis tout le reste, on est dans le golf, on est dans la littérature, dans l'écriture. Alors, qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre? C'est très très simple. Alors c'est vraiment d'une simplicité biblique, si j'ose même exprimer ainsi. Je ne suis pas du tout carriériste, donc j'étais en effet chez ce grand constructeur américain, assez jeune, cadre très jeune, dans un petit bureau, alors que tout le monde était en open space déjà dans les années 76-77. Et un jour, j'ai dit non, ça ne me va pas. J'ai démissionné, ce qui était très surprenant, et j'ai créé une école de golf. Et à partir du moment où j'ai créé cette école de golf, d'ailleurs Patrick Courceby peut en témoigner, et là, à partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout employé le mot embauche et débauche. Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que j'étais dans mon élément, quoi. Voilà. Ma vie, en fait, a démarré en 79. Voilà. Intéressant. Il me reste à faire le chapeau final, si vous voulez bien. Donc je répète, Guy Reichenmann qui a écrit Des fourmis dans les doigts, c'est paru chez l'Harmattan. Et là, c'est intéressant cette émission peut-être pour ça, c'est qu'on le trouve ou pas encore vraiment. Vous l'avez pas vraiment distribué pour l'instant ce bouquin. Écoutez, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que l'Harmattan envoie des fiches dites techniques aux éditeurs, aux libraires, aux grands libraires. Alors, et puis derrière, que font les libraires? Ils attendent. Vous en avez un là. Ils attendent que certainement que les gens arrivent. Est-ce que vous avez des fourmis dans les doigts avec Guy Reichenmann? Attendez, sur commande. Alors évidemment, moi je vais pousser avec les gens que je connais pour en mettre quelques-uns, et puis ensuite c'est le bouche-oreille qui fera le travail, surtout si le livre en vaut la peine, comme avait dit Patrick Courceby il y a quelques semaines. Il m'a dit si le livre est bon, bien entendu, on pourra le présenter. S'il n'est pas bon, on ne le présentera pas. Ça me semble logique. En tout cas, Philippe Lefebvre l'a trouvé bon. Et je crois que tous ici autour de cette table, on l'a trouvé bon aussi. Voilà, merci beaucoup Guy Reichenmann. On va faire une